On va parler de ce nouvel accord pour un cessez-le-feu dès vendredi entre la République démocratique du Congo et le M23. Et puis le Mali et l'Allemagne va commencer par retirer ses troupes en 2023. République sud-africaine, on va parler du climat avec cet appel du président Cyril Ramaphosa. Il demande l'aide des pays riches. On termine par le Togo Agro-Business. La fondation d'Emmanuel Adebayor lance son incubateur. Nos invités sont en place. Robert Kosigan à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Bonjour président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les gens de Tombégbé. Sincères condoléances à la famille de notre illustre disparu, beau-père de Michel, qui va regagner nos ancêtres à partir de samedi. Vivement que tous ceux qui aiment Michel se présentent à Tombégbé pour qu'on soit derrière lui. Je voudrais aussi saluer Foufo Dissenou, l'honorable Foufo Dissenou, pour l'énorme travail social qu'il abat dans le Yoto. Que Dieu le protège et lui donne assez d'énergie pour pouvoir continuer son œuvre. Et puis Ashraf Ourosama, juriste de formation, assistant parlementaire, vous êtes également en politique du PDP, vous allez bien? Non, je vais très bien, bonjour. Le PDP? Non, le PDP se porte très bien. Bonjour Monsieur Michel, bonjour Monsieur Akouete, bonjour aux milliers téléspectateurs de New World. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver ce matin. C'est toujours un honneur pour nous de venir ici. Je crois que c'est un engagement citoyen de venir décrypter l'actualité nationale et internationale et apporter notre pierre à l'édifice. Et j'aimerais rendre hommage, je profite de l'occasion pour rendre hommage à cet illustre disparu. Je veux parler de Omotunde. Cet Antillais-là, Kala Omotunde, cet Antillais-là qui a brillé par la production intellectuelle et qui a essayé de déconstruire quelques contre-vérités sur la communauté noire à l'échelle planétaire. Donc c'est l'occasion de leur rendre hommage. C'est toujours un drame quand on perd un être cher, parce que c'est quelqu'un qui a toujours brillé par des réflexions. Et je crois qu'on a des hommes de cette trempe-là pour construire une histoire. Donc aujourd'hui, c'est une perte pour la communauté noire et j'espère qu'il y aura d'autres Cheikh Anta Diop, d'autres Omotunde Kalala qui vont essayer de réfléchir et mener des réflexions profondes sur la communauté noire parce qu'on en a besoin. Comme Alain Foucault le dit, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Donc c'est très important de s'attacher à la production de ces gens-là. Donc toutes mes condoléances à toute la communauté et j'espère que les réflexions continueront sur la condition noire. Un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu immédiat dès vendredi à 18h dans l'est de la République démocratique du Congo à l'issue d'un mini-sommet à Luanda. Mercredi, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères. Le président angolais, Félix-Antoine Tshisekedi, y était notamment réuni avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, en l'absence du président Paul Kagame. Alors, on commence par vous, Robert Kosigan Akouete. On parle d'un cessez-le-feu à partir de vendredi. Est-ce que vous croyez à ce cessez-le-feu? Bon, comme le dit l'adage, les accords n'engagent que les signataires. Pour une fois, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola a informé l'opinion internationale et nationale hier que il y a un accord de cessez-le-feu qui va rentrer en exécution à partir de vendredi et que les États réunis pour cet accord-là ont normalement demandé au M23 de quitter sa position actuelle et de revenir à sa position d'antan. Si au cas où le M23 ne le faisait pas, la force d'interposition qu'ils ont décidé de mettre en place sera obligée de faire usage de la force pour pouvoir les contraindre à reculer. Je pense que bon, c'est un fait, nous allons attendre voir. Ce qui me gêne un peu dans l'affaire, il y a le RDC qui condamne et critique le Rwanda de soutien indéfectible pour le M23, mais au même moment, ce que refusent d'abord les autorités rwandaises
Et à chaque fois qu'on veut parler de M23, c'est comme il y a toujours le Rwanda qui se reste derrière. On invite toujours le Rwanda. Et puis, on ne parle pas au M23, mais c'est au Rwanda qu'on parle. Cette dichotomie, moi, je ne la comprends pas. Mais bon, nous sommes en Afrique. Mais moi, je dis tout ça, c'était la faute de Laurent Désiré Kabila, qui a vendu ce territoire-là aux Rwandais contre l'attaque pour la cession à son pouvoir. Il avait eu besoin contre Mobutu. Il avait eu besoin des Rwandais pour chasser Mobutu. Et puis, en contrepartie, il leur a promis cette terre-là. Aujourd'hui, on veut retirer au Rwanda cette terre. Et puis, c'est ça qui fait mal. C'est ça le fond du problème. Entre-temps, le M23 dit, OK, ils avaient signé un accord avec la RDC, mais la RDC n'avait pas alors respecté ces accords. C'est-à-dire que ils leur ont demandé la démobilisation et l'intégration dans l'armée congolaise. Voilà. Mais le processus n'a pas été au bout. C'est-à-dire que eux, ils ont accepté la démobilisation, ils ont commencé, mais le Congo n'a pas alors joué sa partition. Maintenant, moi, j'ai dit, si c'est Laurent Désiré Kabila qui a occasionné tout ce que vit aujourd'hui la RDC, il va falloir qu'on revienne alors à cet accord-là et que les Congolais, les Rwandais puissent se parler. Le Tshisekedi a refusé tout accord avec le M23. Mais ce serait un peu difficile parce que vous savez, le président Laurent Désiré Kabila s'était appuyé sur les Rwandais pour pouvoir dégager Mobutu du pouvoir. Et sans eux, ils ne devraient pas prendre ça. Vous allez constater que même l'Ouganda dit qu'il soutient les accords de cessez-le-feu, mais l'Ouganda ne chasse jamais le M23. Parce qu'entre-temps, Museveni a dit, quand Laurent Désiré Kabila voulait chasser Mobutu, il était venu le voir, il a dit, lui ne pourrait pas, mais d'aller voir Kagame, parce que Kagame et Mobutu n'étaient pas en bon terme, et qui pouvaient l'aider. Et voilà. En contrepartie, il a dit, prenez cette terre de Goma où le sous-sol est vraiment riche. Aujourd'hui, pour dire au Rwanda, ok, ça va comme ça, partez, je crois qu'il faut revenir sur cet accord qu'a signé Laurent Kabila avec Kagame. Il faut revenir sur cet accord, même si le territoire congolais ne doit plus servir une base ou un réservoir de vaches à lait pour le Rwanda. Il faut qu'ils se le disent. Sinon, dire que ok, on ne reconnaît plus cet accord-là, je crois que le problème sera réglé à demi-teinte et que les balles continueront toujours pas crépiter. D'autant plus que les M23, ce n'est pas une force, ce sont des rebelles, mais ils arrivent à tenir leur position contre toutes les armes que dispose l'armée régulière congolaise, qui n'arrive pas à venir à bout seule de ces militaires, de ces rebelles de M23. Alors, Ashraf Rossama, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ou bien justifier l'absence du président rwandais Paul Kagame à Luanda? Non, qu'est-ce qui peut expliquer l'absence de Paul Kagame au Rwanda? On peut trouver des raisons explicatives à ça. Vous savez très bien qu'au-delà des... C'est vrai, ce sont des soupçons. Hein. On ne sait pas si les faits sont avérés ou pas. Mais on parle de collision ou d'un lien qui existe entre le M23 et le Rwanda. Donc, compte tenu de ces soupçons aujourd'hui qui accablent le Rwanda, puisque quand on est président de la République, forcément les attaques sont visées contre lui. Donc, il essaie d'esquiver. Mais aujourd'hui, je crois que le Rwanda n'apporte pas des éléments de preuve contraires à ce lien-là qui unit le M23 et même historiquement, le M23. C'est quoi le M23? Il faut essayer de faire la généalogie des choses. Ce sont des anciens de guerre Tutsis qui ont fui le génocide rwandais en 1994 et qui se sont retrouvés sur le territoire rwandais. Et donc, ils se sont retrouvés, qu'ils ont commencé à opérer. Je crois que le président a essayé aussi d'établir le lien. En ce temps, il y avait le père Kabila qui a essayé de renvoyer Laurent Désiré, qui a essayé de renvoyer Mobutu. Et donc, du coup, il avait besoin des forces extérieures. Et donc, ces forces-là lui ont aidé dans ces opérations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fait des concessions. Mais lorsqu'on décide de faire des concessions de cette nature, c'est qu'il y a des conséquences à long terme. Et c'est ce que le gouvernement Tshisekedi récolte aujourd'hui. Mais quand on est président de la République, on est responsable de l'avenir du présent et du passé.
Et donc, ce sont les conséquences des gouvernements antérieurs qui ont été menés. Donc, aujourd'hui, Tshisekedi est obligé de prendre la mesure de la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème? Pour moi, moi, je suis juriste et je suis très attaché aux valeurs. Je crois que seul l'État a le monopole de la violence. L'État ne peut pas rentrer en tractation avec une force régulière. Il faut sévir. Irrégulière autant donc pour vous comprenez la position du président Félix-Antoine Tshisekedi? Oui, non, moi je comprends. L'État a le monopole de la violence légitime. Il est obligé d'utiliser tous les procédés de la contrainte pour contraindre, si je peux m'exprimer ainsi, le M23 a déposé les armes. Donc aujourd'hui, on peut se féliciter quand même d'une chose, parce que il y a une place prépondérante de la force régionale ou de la communauté est-africaine qui essaie de jouer le rôle. Et je crois que les conditions qui ont été posées pour moi sont très claires. C'est-à-dire que les M23 doivent replier, doivent trouver leur position initiale, sous peine de voir la force multinationale de l'Afrique de l'Ouest user de la force pour les contraindre de lever des armes. Donc je me félicite quand même de cette solidarité-là dont la communauté fait preuve. Donc pour moi, l'absence du président Paul Kagame est une déception. Pour moi, c'est une déception. Il aurait pu quand même apparaître, parce que le parallélisme des formes veut que lorsqu'un président de la République d'un pays se déplace, qu'il se déplace également. Il ne peut pas se contenter d'envoyer le ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est une sorte de banalisation des événements. Ouais. C'est comme si vous ne prenez pas la mesure de la chose. Et donc, c'est un comportement que moi je réunis, que je désapprouve totalement. Parce que si on veut avoir la stabilité dans cette région d'Afrique, il faut une implication majeure des présidents de la République et des plénipotentiaires. C'est vrai, le ministre des Affaires étrangères bénéficie des prérogatives de l'État rwandais. Il peut négocier en bonne et due forme, mais je conteste tout simplement cette manière de faire. Le président Paul Kagame aurait dû faire le déplacement pour mener des négociations. Donc, moi, je crois que pour mener à bien ou trouver des solutions urgentes le plus vite possible, le Congo, la RDC doit faire preuve d'abnégation et de résilience contre toutes ces forces-là. C'est un pays vraiment qui est en déliquescence avancée. Nous sommes des ressortissants ouest-africains, mais ça nous fait extrêmement mal. Parce que c'est un pays qui a traversé des expériences politiques douloureuses depuis les années, très douloureuses depuis les années passées. Donc ça ne peut pas continuer. Et je crois que le problème aujourd'hui au Congo cause aussi un autre problème. Il faut repenser l'État post-colonial congolais. Et je crois que on va revenir sur les approches de solutions. On comprend un peu la position de Achira Forosama, parce qu'on a vu les présidents Évariste Ndayishimiye, on a vu le président Joao Lorenzo, le président Félix-Antoine Tshisekedi, et puis le négociateur qui est l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta. Vous aussi, est-ce que vous comprenez le pourquoi le président rwandais Paul Kagame n'a pas été au sommet de Luanda? Oui, c'est-à-dire que Kagame n'accepte pas ni la lettre ni l'esprit de cette réunion-là, ni la lettre ni l'esprit de cet accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'esprit et la lettre de cet accord-là. Ça veut dire que déjà cet accord n'ira pas loin, d'autant plus que peut-être que lui, ses exigences, on n'a pas tenu compte de ses exigences. Aujourd'hui, tout le monde est allé contre le M23, de reculer à ses positions. Est-ce que cette résolution-là, alors, aménage à Paul Kagame, qui est le soutien, entre parenthèses, de M23? Non. Et puis, ce n'est pas seulement Paul Kagame qu'il faut voir. Il faut aussi voir les puissances étrangères qui sont avec Paul Kagame dans cette affaire, puisque cette affaire dépasse l'Afrique. Il y a aussi alors des Occidentaux, des multinationales qui opèrent à travers tout ce que fait le M23 là. Parce que plus le M23 contrôle la zone, les territoires là, les sous-sols de ces territoires sont exploités par des multinationales qui forcément ne sont pas rwandais, ne sont pas rwandaises, qui viennent aussi des puissances occidentales. Alors tout ça mis ensemble dénote que cet accord n'ira pas loin. Mais il va falloir que Tshisekedi tienne compte de de cet accord que Laurent Désiré Kabila a signé au nom de l'État congolais. Il faudrait alors
aller sur ce point, discuter franchement avec les Rwandais et trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent alors la totalité de leur territoire, il va falloir, s'ils veulent contrôler la totalité de leur territoire, il va falloir discuter sérieusement de ce problème et peut-être trouver une autre contrepartie pour le Rwanda. Ce serait plus simple que d'aller par des accords en accord qui alors ne donneront rien. Les partis se sont accordés pour exiger le retrait immédiat des rebelles du M23 des zones occupées, a précisé le ministre Tété Antonio à l'issue de la réunion. Ce retrait, selon vous, comment cela va se faire? Non, mais ce retrait va se faire comment? Je crois qu'il faut exercer une contrainte sur eux, mais tout dépend aussi du contenu des dispositions de l'accord. Parce que lorsqu'on décide de rédiger un accord, il faut un accord qui arrange tout le monde. Mais aujourd'hui, moi, je peux même être prévisionniste, hein, c'est-à-dire que je peux déjà anticiper le contenu de l'accord. C'est qu'on a deux entités qui ne se valent pas, parce qu'on a une armée irrégulière et un État. On a une armée irrégulière et un État. Donc, comment faire pour trouver un juste équilibre pour donner la satisfaction à tout le monde? Et je crois que seule la force multinationale peut aider le Congo à stabiliser le milieu. Bon, le retrait va se faire comment? C'est-à-dire, il faut brandir les menaces. S'ils n'obéissent pas, puisque les dispositions du traité à venir sont très claires, c'est-à-dire que lorsque le M23 ne quitte pas les lieux, la force multinationale est obligée d'user de la force. Et donc, face à cette solidarité-là, je crois que le M23 ne peut pas résister. Et je crois que ce problème-là persistera. Parce que ici, en droit international, lorsqu'on essaie de prendre ce problème avec l'approche du droit international, on constate qu'il ne s'agit pas de contentieux territorial. Non, s'il s'agit d'un contentieux territorial, ce contentieux-là peut être vidé par la Cour internationale de justice. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, même s'il n'y a pas de contentieux international, je crois que le problème qui se pose, c'est, vous savez, il y a un principe que l'Union africaine et même les institutions sous-régionales également ont consacré, qu'on appelle le principe d'intangibilité des frontières hérité des périodes coloniales. Et ça, en droit constitutionnel même, c'est consacré. Ce qui veut dire que toutes les frontières que les États africains ont héritées depuis les années d'indépendance, personne ne peut les remettre en cause. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce principe-là est toujours valable quand on sait très bien que nos frontières sont toujours poreuses? Moi, je crois qu'il faut revoir les frontières entre les États africains et tracer une ligne de démarcation extrêmement claire. Extrêmement clair, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des armées irrégulières qui viennent opérer sur un territoire donné avec le soutien d'un pays voisin. Donc si on n'a pas dans le cadre du contentieux territorial, alors là, le contentieux a une autre forme. Donc, objectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a des éléments, même on a des responsables congolais lors du sommet de la francophonie qui ont essayé de boycotter à leur manière Paul Kagame en décidant de ne pas se poser sur la photo et j'en passe. Donc je crois que ce sont des mesures, mais des mesures qui n'ont pas une influence en tant que telle. Donc aujourd'hui, l'État congolais doit quand même faire peur. Parce qu'au fait, moi, il y a un paradoxe que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Certes, on peut me parler des forces rwandaises, que le Rwanda est un pays extrêmement fort. Mais la RDC ne peut pas continuer à se faire humilier par un petit pays de la sorte. Le Rwanda, depuis les années, même jusqu'à aujourd'hui. Depuis les années. Et donc, le Congo vraiment doit réviser sa copie. Et c'est l'occasion. Moi, je crois que la solution du Congo, aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, c'est un territoire. Le Congo a une superficie extrêmement élevée. C'est un territoire qui est extrêmement fort et vaste. Donc, il faut repenser. Trouver un équilibre entre l'État unitaire ou l'État fédéral, ou donner plus d'autonomie aux États, les créer et réviser la Constitution pour permettre aujourd'hui d'avoir une stabilité. Parce qu'aujourd'hui, ce pays-là regarde des ressources minières, mais ces ressources minières-là, aujourd'hui, ne profitent pas aux Congolais. Il y a une précarité ambiante au Congo qui est totalement inacceptable. Allez, on va marquer la petite pause et on revient pour la suite.